Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans mon premier top 10 des épisodes d'une série depuis... Ouf, ah ouais, le tout début de ma chaîne quand même. Et pour l'occasion, j'ai eu envie de parler à nouveau de Ed, Edd et Eddy. Même si c'est une découverte assez récente de ma part, c'est une découverte qui est restée, en tout cas suffisamment pour que j'ai envie d'en parler encore, et de vous montrer les épisodes de cette série m'ayant le plus plu. Pour être honnête, ce fut une liste pas évidente à faire, pas forcément pour choisir 10 épisodes, mais plutôt pour justifier ce pourquoi je les aime, au-delà de simplement dire « Bah c'est parce qu'ils sont drôles, MDR de rire ». Ed, Edd et Eddy étant une des séries les plus drôles que j'ai vues depuis un certain moment, c'était tentant, mais bon voilà, ça aurait été vite redondant. Donc j'ai essayé de bien expliquer pourquoi ces 10 épisodes se démarquent des autres à mes yeux. Il est donc temps de promouvoir cette série malheureusement trop peu connue en France, et de montrer ce que je trouve qu'elle peut faire à son meilleur. Ah oui d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de titre français aussi loin que je sache, et que la seule VF qui existerait ne serait que pour les 2 premières saisons, et est trouvable seulement dans les DVD américains, vous aurez à nouveau le plaisir de m'écouter prononcer les titres anglais. Dieu nous garde. Bref, c'est parti pour le décompte, voici mes 10 épisodes préférés de Ed, Edd et Eddy. The Day the Head Stood Still. Et ben voilà, il commence à peine et il triche déjà. Oui, bon, c'est un épisode dont j'ai déjà parlé brièvement dans mon second top 10 des épisodes flippants. C'était juste une mention honorable, mais j'évoquais ce que je trouvais de potentiellement frissonnant en lui, même si évidemment je ne dirais pas non plus que c'est vraiment effrayant. Mais j'ai déjà parlé de ce que j'appréciais dans son atmosphère. Donc je maintiens, c'est un épisode qui rend un génial hommage à ce genre de film d'horreur en utilisant les mécaniques habituelles à sa sauce, alors que c'est juste centré sur un enfant dans un costume se prenant pour un monstre. Oui mais voilà, cet enfant c'est Ed, et quand vous lui demandez de bien se mettre dans le rôle d'un monstre, votre épisode s'écrit tout seul. Il est tellement bon que c'est juste génial à regarder. Mais si je n'évoquais que les choses en rapport avec le sujet du top que j'ai mentionné, j'ai donc volontairement négligé les autres trucs que j'adore avec cet épisode. Déjà à mes yeux, c'est un de ceux qui utilisent le mieux le casting secondaire en tant qu'ensemble. On a l'habitude des séries avec une large galerie de personnages, principaux comme secondaires, mais celle-ci a cela d'intéressant qu'elle tourne avec seulement 13 personnages. Ouais, parle d'un petit casting, comme si le studio avait pas assez de budget pour plus de personnages. Il y a d'autres épisodes qui utilisent encore mieux certains des personnages secondaires de manière individuelle, je crois. Mais en tant que tout, j'aime vraiment la façon dont celui-là les gère, alors qu'ils font face à la, entre guillemets, menace. On a ainsi la bonne vieille tactique du « ils disparaissent les uns après les autres » alors que les survivants tentent de savoir comment ils peuvent échapper aux monstres, et encore une fois c'est génial de savoir que tout tourne autour d'un enfant costumé, même si en dehors du spectateur, seuls les aides le savent. C'est aussi un épisode qui, en soi, reflète joliment le pouvoir de l'imagination. L'une des forces de cette série, c'est de rendre le banal remarquable, comprenant comment des enfants peuvent opérer avec la puissance de leur imagination. Et je le redis, mais Ed en costume fait des merveilles, et l'on se prend à suivre intensément cette histoire de monstre, alors que l'épisode nous dit dès le départ que tout est faux, il n'y a aucune ambiguïté. Et c'est un cas où ça aide l'épisode à briller plus encore. Cet épisode capture excellemment l'esprit des films de monstres, et comme j'ai un faible pour les films de monstres, bah ça me convient parfaitement. Que demander de plus? Eh bien, les 9 épisodes qui suivent peut-être? I am a monster! Ah! I am just a monster in a boy's body. Look into my heads. Ah, un épisode sur l'hypnose. Honnêtement, est-ce que c'est possible de rater un épisode sur l'hypnose? Ah ouais, mais bon, en même temps, la saison 12 n'était pas exactement connue pour être un modèle de réalisme, alors bon... Cela dit, dans une série comme celle-là, c'est juste bourré de possibilités comiques. Double D reçoit un nouveau livre sur la psychologie, et celui-ci est accompagné d'un disque hypnotisant. Et bien entendu, Eddy ne souhaite pas manquer l'occasion d'avoir les enfants du voisinage sous son contrôle, non sans jouer avec eux. Et par jouer avec eux, j'entends altérer leur personnalité selon son bon vouloir. Du coup, on a pas mal de scènes usant individuellement des personnages secondaires. Encore une fois, c'est un épisode qui les utilise très bien. Et c'est pas mal polant de voir en quoi les Ed décident de les faire se comporter. C'est clairement un épisode qui s'amuse avec les personnalités habituelles des personnages, ce qui est en général divisé en 2 catégories. Les épisodes qui forcent un trait de personnalité d'un personnage parce que ça arrange le scénario, par exemple disons un épisode qui rendrait Homer ou Fry beaucoup plus stupides juste pour les besoins d'une intrigue, ou qui lui donne un nouveau trait de personnalité de façon soudaine pour les mêmes besoins. Et les épisodes qui font la même chose, mais qui l'assument et le font parce que c'est motivé par un dispositif scénaristique, en l'occurrence ce disque hypnotisant. Et vous vous doutez bien que c'est en général la meilleure façon de le faire. C'est surtout efficace quand on a bien cerné les personnalités habituelles des personnages, et même si Look into My Heads est dans l'ordre des saisons seulement le 13e épisode, on commence déjà à savoir comment fonctionnaient la plupart d'entre eux. C'est d'ailleurs pour ça que voir Jimmy agir en mec balèze est un de mes passages préférés de l'épisode. Il y a aussi la scène où il tente d'hypnotiser Johnny qui est un de mes passages préférés de la série entière, et je me refuse à vous le dévoiler, ce serait vous gâcher un excellent gag. Autre chose que j'aime vraiment avec cet épisode, c'est que les Ed y agissent exactement comme on les verrait agir avec un disque hypnotisant entre les mains.
Eddie en profite pour jouer les mini-tyrans, Double D pour en tirer des analyses sur la psychologie, et Ed simplement pour donner vie à ses fantasmes délirants. Et la fin est également très drôle et une excellente façon d'invoquer le karma. Fin invoquant 3 personnages sur lesquels je vais revenir, d'ici quelques secondes en fait, parce qu'il y a des choses à dire sur elle. Pour conclure avec cet épisode, sa recette a tant fonctionné qu'on a eu 3 saisons plus tard un autre épisode suivant un peu la même logique, bien qu'il ait sa touche personnelle faisant en sorte que ce ne soit pas un gros rip-off. Même s'il repompe le coup du Jimmy Balèze, je proteste. Hand Me Down Ed, un autre très bon épisode et une solide mention honorable, même si je lui préfère Look Into My Heads pour des raisons que je n'expliquerai pas pour le moment parce que ce serait trop long. Look Into My Heads qui est sans doute un grand classique de la saison 1. Eddie, if my mom sees Sarah eating bugs, I'll be in big trouble. Run for your head. Très bien, il est donc temps de parler de 3 personnages controversés de la série, les sœurs Kenker, Lee, Marie et May. Brièvement, ce sont 3 brutes qui aiment malmener les enfants du cul-de-sac, et en particulier les Ed, car non contents de les martyriser, elles ont un crush pour eux et les... j'ai pas de meilleur mot, harcèlent. Mine de rien, c'est le genre de personnage qu'on ne risque plus de revoir à l'écran aujourd'hui. Ce sont en général des personnages controversés au sein des fans, même les gros fans parfois, notamment parce qu'elles sont pratiquement invincibles et que c'est très rare qu'elles perdent, plus encore quand elles sont le point important d'un épisode. Il y a aussi le fait qu'elles soient parfois invoquées à la toute fin d'un épisode de façon random parce qu'il fallait quelque chose pour ruiner une activité du trio quand elle fonctionne bien, ou le fait qu'elles soient juste en général très agaçantes ou simplement dérangeantes. Personnellement, ce sont des personnages que je trouve inégaux. En soi, j'aime bien l'idée de fond parce qu'on a tous connu dans notre enfance des brutes qui nous pourrissent la vie et qu'on souhaitait juste voir perdre au moins une fois, alors que ça n'arrivait jamais. Danny Antonucci a même dit que comme pour tous ces personnages, il y a eu de l'inspiration de sa vie pour ces trois-là. En l'occurrence, c'est parti d'un groupe de filles qui le martyrisaient au collège. Donc j'aime bien le fond, mais l'exécution est franchement inégale, et je vais pas le nier, des fois elle bloque mon appréciation d'un épisode en particulier juste parce qu'elles y contribuent de manière frustrante. Mais il y a des exceptions, dont ce Run for Your Head. C'est justement un épisode qui pousse le côté inarrêtable des Kenker à son maximum et au-delà. Car dans cet épisode, leur héritage de famille, un bateau en bouteille, disparaît. Et plutôt que d'appeler la police, elles décident de partir elles-mêmes à sa recherche au travers du cul-de-sac. Et par là, j'entends anéantir tout ce qui se trouve sur leur chemin tant qu'elles n'auront pas retrouvé leur précieux. Le meilleur là-dedans, c'est que cette bouteille est coincée sur le doigt de Ed, parce qu'il est allé chez elle pour dévaliser leur frigo pendant une de ses crises de somnambulisme. Et une bonne partie de l'épisode consiste en Eddie et Double D essayant de retirer la bouteille du doigt de leur ami, sans savoir que les Kenker font leur carnage non loin d'eux, sans les croiser. En gros, imaginez cet épisode comme un Fievel dirigé par Michael Bay. Je n'ai aucun doute qu'ils aient dû bien s'éclater à donner à Run for Your Head ce côté apocalyptique, et bon sang que ça se ressent. C'est constamment fun, et en même temps, l'attention est efficace. D'autant que ça dégénère de plus en plus, et c'est génial. Ça confirme à quel point ces 3 filles sont inarrêtables par quiconque dans le quartier, qui préfère les fuir pour sauver leur peau lorsqu'elles apparaissent. Et cette fois, ça le fait bien plus en positif pour le spectateur. J'aime vraiment cet aspect cataclysmique de l'épisode, même si c'est ironiquement ce qui l'empêche d'être plus haut dans ma liste, parce que j'ai plus tendance à préférer ceux qui ont une vraie balance entre le cartoonesque et le terre-à-terre. Mais ça demeure un visionnage des plus plaisants et un de mes épisodes Kenker-centriques préférés, mais pas mon préféré. Oh, ce teasing, j'adore. I say we call the cops! What number do you dial for 911? Dawn of the Heads. J'ai une grande affection pour cet épisode parce que c'est le premier où je me suis dit en le regardant mais c'est vachement bien cette série. Enfin, il y avait d'autres épisodes sympas avant lui, mais c'est le tout premier m'ayant vraiment convaincu sur le potentiel de cette série, même si ça allait évoluer au fur et à mesure. Je veux dire, comparez cet épisode de la saison 1 avec celui dont j'ai parlé précédemment tiré de la saison 4, et vous comprendrez de quoi je parle. Bref, cet épisode, de la même manière que The Days Yet Stood Still le fait avec le cinéma de monstres, rend hommage aux films de science-fiction rétro, même si d'une manière un peu différente, parce que j'aime me contredire moi-même. Le trio souhaite aller voir un film de science-fiction, et alors qu'ils se dirigent vers le cinéma le plus proche, ils atterrissent par erreur dans la décharge municipale, et à cause des histoires de Ed et de leur imagination, ils croient qu'ils ont atterri sur une autre planète. Comme je l'ai dit en parlant de The Days Yet Stood Still, j'ai un petit faible pour les épisodes de la série ne consistant pas à déployer une arnaque. Et Dawn of the Heads est un superbe exemple d'épisode où l'on voit le trio agir comme des enfants en se servant de leur imagination. Enfin, pour autre chose que des arnaques, elles-mêmes peuvent être très créatives. C'est amusant dans l'idée de les voir créer leur propre histoire de science-fiction alors qu'ils comptaient voir un film de science-fiction, et ce en utilisant tout ce qu'ils ont sous la main à la décharge. Et j'aime vraiment quand une œuvre utilise au mieux le décor alentour au service de son intrigue et de son action. C'est presque un huis clos à ciel ouvert car la décharge est le seul décor que nous voyons pendant une bonne partie de l'épisode, et que les Heads sont à 2-3 minutes d'exception près les seuls personnages qui apparaissent. Et c'est juste rafraîchissant, même si là encore c'est un des tout premiers épisodes, de les voir simplement s'amuser ensemble et avoir leur propre expérience qui ne soit pas importunée par les Kenker ou que sais-je.
Je veux dire, elles apparaissent une fois, mais non seulement elles tourmentent Kevin, mais en plus Ed arrive à les faire peur, ce qui est particulièrement cathartique. Doublement cathartique même après le mauvais souvenir de Smile for the Head. Surtout qu'on l'oublierait presque tant ils se chamaillent jusqu'à des proportions délirantes dans certains épisodes, mais ils sont un vrai trio d'amis, et la façon dont Dawn of the Heads nous le rappelle est particulièrement charmante. Et même si c'est un des premiers épisodes de la série et que l'animation se cherchait encore, j'aime vraiment les trouvailles qu'elle déploie ici, entre l'utilisation du background, les quelques hommages à la science-fiction, et la façon dont elle se coordonne avec l'histoire racontée par Ed durant leur trajet. En un mot commençant, Dawn of the Heads est le premier coup de maître de la série, et heureusement pas le dernier. Don't worry, Ed. We'll see it on TV in a year. Yeah, with all the good stuff cut out. A Glass of Warm Head. Là nous avons un épisode se passant presque intégralement de nuit, et ça tombe bien parce que j'ai un petit faible pour les histoires se passant de nuit, et oui, j'ai un faible pour beaucoup de choses, je sais, et alors? Dans cet épisode, Ed est atteint de somnambulisme et ça le pousse à piller les frigos du quartier dans son sommeil. Et oui, c'est effectivement remis sur le tapis dans Run for Your Head. Mais cette fois, c'est cette session de pillage de frigo qui constitue le gros de l'intrigue, si je puis dire. Bah, tu parles d'une façon créative d'exploiter le sujet de la fin nocturne. Et oui, je sais que dit comme ça, la perspective de voir un épisode consistant surtout à voir un personnage en train de s'empiffrer n'est pas très glamour, mais pourtant je trouve cet épisode très fun à regarder. Pour une raison en particulier, la gestion de l'univers sonore. J'en avais parlé dans mon versus, mais Ed, Edd et Eddy est une série reconnue notamment parce qu'elle fait preuve d'un soin particulier pour ses aspects sonores, le sound design en particulier, mais la musique a également un bon rôle à jouer en général. Et cet épisode est un représentant de cette qualité durant les scènes où l'on voit Ed somnambule à l'écran. L'intrigue est si dingue que l'on s'attendrait à une musique rythmée durant ses péripéties, ou à la rigueur à une musique plus bizarre pour appuyer le somnambulisme. Mais non, la grande majorité des scènes avec Ed somnambule se font sous une musique calme, relaxante, qu'on écouterait pour s'endormir. Et l'air de rien, je trouve que ça double l'efficacité comique de ces scènes. C'est un autre épisode n'impliquant pas une arnaque, enfin en tout cas pas avant la toute fin, il a honte au demeurant au passage, mais juste un épisode se tenant à un concept très créatif et l'exploitant de manière vraiment efficace. Et comme j'en ai parlé plus tôt, j'aime beaucoup l'atmosphère nocturne, qui est même assez unique pour cette série, étant donné que l'un des principes de son contexte est qu'elle se passe perpétuellement durant l'été. Enfin, avant la saison 5. Du coup, en soi, on s'attend surtout à avoir des épisodes de jour, donc celui-là change un peu les choses et le fait très bien. Un autre classique de la première saison en somme. Huh. Oh, Jim got a haircut. Un Eddie's Born. Ah, et parlant des classiques de la série, voilà un épisode qui revient très souvent quand vous demandez à des fans quels sont leurs épisodes préférés. C'est même un bon favori pour être le meilleur de tous en moyenne. Et je comprends totalement pourquoi. Dans cet épisode, Eddie reçoit une caisse en provenance de son grand frère remplie d'objets pour bébé, et pour lui prouver à quel point il a grandi, il tente de faire une vidéo de lui dans laquelle il tente désespérément de faire comme s'il était cool et populaire au sein du quartier. Un autre concept servi sur un plateau d'argent, duquel c'est possible d'extraire beaucoup de comédie, non seulement en termes d'écriture, mais aussi en termes de visuel, et ça tombe bien car cet épisode en tire parti au mieux possible. Surtout le visuel, alors que les 2/3 se déroulent sous la caméra utilisée par les aides pour tourner le film d'Eddie, et je suis admiratif de la créativité de la réalisation pour intégrer cette caméra dans le slapstick habituel de cette série de façon aussi savoureuse. Tant d'humour visuel se dégage de la façon dont elle est employée, dont la scène où Ed avale la caméra, oui vous avez bien entendu, sûrement une des plus réputées de la série par ailleurs, avec encore un formidable travail sur le sound design. Man the helms! Dive! You should know better than to eat the camera. Just think of what it could do to your digestive tract. Oh, I can't wait to see that part, Double D. Cet épisode est seulement 5ème dans ma liste, mais je le considère certainement comme un des plus drôles et mémorables jamais pondus par Ed, Edd et Eddy. C'est un de ceux faisant très bon usage de tous les éléments à disposition pour en tirer toujours plus de potentiel comique. Pour en revenir à la caméra, il y a aussi le fait que Double D, qui est celui qui la tient le plus souvent, se tente à des effets dynamiques de réalisation. Et l'air de rien, mon moi fan et connaisseur de cinéma est flatté en regardant ces scènes. Toujours est-il qu'elle est utilisée, si j'ose dire subtilement et proprement, alors qu'elle est constamment malmenée et pas toujours là où elle devrait être. Disons que j'entends par là que je me sens plus investi tant ces mouvements même légers paraissent vivants, au lieu de jouer la carte trop tentante du trop statique quand ça arrange l'animation. C'est définitivement un excellent ajout à cet épisode, qui n'aurait sans doute pas été aussi marquant sans ce constant POV depuis la caméra à partir du 2e tiers. Mais l'écriture est aussi excellente, et voir Eddy désespérément tenter de passer pour un mec populaire est absolument jubilatoire de bout en bout, surtout quand il en vient à l'improvisation.
D'autant que c'est un autre épisode utilisant à merveille la totalité du casting secondaire, chacun a droit à sa scène individuelle mémorable. Qu'est-ce que je peux rajouter? Cet épisode est un festival d'humour très créatif et l'un des meilleurs représentants de ce que la série peut faire quand elle déploie son plein potentiel. Hey, Double Green, you getting this? He collects underwear and gives it to the poor. Pretty stupid, huh, bro? A Twist of Head. Je reviens vers les Kankers avec cet épisode qui est sans doute mon épisode Kanker-centrique préféré pour la simple et bonne raison qu'il est absolument cathartique. A Twist of Head utilise un concept comique parmi mes préférés, un personnage qui reçoit un aperçu de sa propre médecine. Honnêtement, je ne sais pas si sur le papier je trouve un concept plus drôle que ça s'écrit tout seul, surtout quand les personnages en question sont les sœurs Kanker. Dans cet épisode, après des attaques répétées des Kankers à leur encontre, les Head tentent de trouver un moyen de ne plus les avoir dans les pattes, et Double D arrive avec l'idée d'utiliser la psychologie inversée. Du coup, tout ce que les Kankers font envers eux, ils le font envers elles, et c'est elles qui désormais prennent panique. C'est un avantage de voir cet épisode arriver en pleine saison 4. On a eu un sacré nombre d'épisodes avant celui-là où tout ce que le fan espérait, c'est de voir ces trois filles avoir le désavantage face à ceux qu'elles passent leur temps à harceler. Et mon dieu que c'est drôle quand ça arrive. Ça fait définitivement honneur à toutes les possibilités comiques qui découlent du simple concept de l'aperçu de sa propre médecine. Voir Double D et Ed se comporter comme des gens romantiques de façon ultra exagérée, et en gardant les traits qu'on leur connaît bien, est une des choses les plus hilarantes de la série me concernant. Alors pour être honnête, rien que repenser à ces scènes me ferait mettre l'épisode encore plus haut dans ce top, mais il n'est que 4ème parce qu'il met un certain temps avant de démarrer. Le début est très bien, hein, mais il faut attendre au moins 5 minutes avant d'arriver au cœur du truc, et ça tire un petit peu en longueur avec Double D tentant de trouver la solution à leurs problèmes. Mais quand l'épisode est pleinement lancé, c'est juste hystérique, dans le bon sens du terme, et les gags ne s'arrêtent plus de défiler. Donc même si, spoiler alerte, on a un retour au statu quo à la fin, ça reste suffisamment drôle pour que l'ensemble demeure très satisfaisant. C'est clairement un épisode contenant une partie du meilleur matériel jamais offert par Ed et Eddie à mes yeux, et un qui ne cessera jamais de me faire me gifler les jambes tant il me fait rire. This can't be! They turned the tables on us, Eddie! It's the reverse psychology! Mirror Mirror on the Head. Comme je l'ai dit, j'aime les épisodes qui jouent avec les personnalités habituelles des personnages, quand ce n'est pas juste un trait poussé à l'extrême par pure facilité. Et cet épisode est à mon sens un exemple encore meilleur que Look Into My Head, tout autant qu'il est suffisamment unique pour que je n'ai heureusement pas l'impression de me répéter en parlant de ce qui me fait adorer ces deux épisodes. Ici, point de disque d'hypnose, mais un jeu de action ou vérité. Le trio joue donc à action ou vérité, CQFD, et ils finissent par se défier chacun de se comporter comme l'un des deux autres du trio. Ainsi, Eddie se comporte comme Double D se comporte comme Ed, et Ed se comporte comme Eddie. Et je crois que c'est ce côté volontaire dans le changement de comportement qui me fait plus encore aimer cet épisode que Look Into My Head. Car avec ce concept, c'est l'occasion pour chacun des Ed de mettre en pratique ce qu'ils savent de celui qui l'imite, et bien entendu, ils ont une vision unidimensionnelle qui est absolument tordante à voir. C'est aussi intéressant dans la mesure où l'on sent que c'est quand même l'occasion pour eux d'en apprendre un peu plus sur l'autre en se mettant dans une autre peau, même si ça reste assez discret par rapport au reste. Mais ce que j'aime surtout, c'est ce côté imparfait dans leur interprétation. Quand j'ai lu des avis positifs sur cet épisode, ça disait que chacun des Ed personnifiait excellemment celui qu'il devait imiter. Personnellement, je pense que c'est plus nuancé, déjà pour l'aspect unidimensionnel déjà évoqué, mais aussi parce qu'on sent vraiment que c'est une imitation, et que les scénaristes ne se sont pas contentés de coller la personnalité d'un des Ed dans le corps d'un autre. Je pense par exemple à une scène où ils sont dans le poulailler de Rolf, avec Ed momentanément distrait par les poulets, avant de se ressaisir pour réadopter le comportement d'Eddie, puis Eddie qui tente de parler intelligemment alors qu'il se plante complètement en disant que les poules sont des mammifères, et Double D qui semble se retenir de le corriger en entendant ça. C'est assez riche en détails soulignant cette façon de déployer un scénario type changement de rôle, et j'apprécie cela. On a à nouveau ce côté amis qui s'amusent entre eux, même s'ils font également ce défi pour se montrer leur amour vache l'un envers l'autre, avec leur vision stéréotypée. J'adore quand la série utilise au mieux possible ses personnages secondaires, mais ces trois-là sont bien entendu le cœur de la série, et cet épisode rappelle pourquoi ce trio est aussi attachant pour les fans. Mais ce qu'il y a de génial avec ce genre d'épisode, c'est que c'est également l'occasion pour le casting de s'amuser à adopter une toute nouvelle personnalité pour son personnage respectif. Et écouter chacun des interprètes du trio tenter d'imiter la voix du personnage que son propre personnage doit imiter est très drôle. Mention à Samuel Vincent, l'interprète de Double D, qui a dû prendre son pied en essayant de reproduire la voix de Ed. Gravy! Bref, un excellent épisode, avec un concept vraiment tout bête mais qui fonctionne très très bien. Ah, je l'ai dit, le banal devient génial avec cette série. Rolf has never been so confused. 1 + 1 = Z.
Au même titre que Ned is Born, c'est sans doute un des grands favoris pour être le meilleur épisode de la série selon les fans en moyenne. Et là encore, je comprends. Pour vous dire, c'était même mon propre épisode préféré il y a encore quelques temps de cela. Accrochez-vous car c'est un épisode avec un concept assez unique. Déjà, c'est un épisode sur les questions existentielles. I can't sleep, Eddie. I keep thinking, how can my feet smell if they don't have a nose? Ah, il était temps que quelqu'un se pose les vraies questions essentielles. Oui, donc Ed se pose plein de questions sur comment les choses fonctionnent, et lui et les deux autres investiguent en démontant divers éléments autour d'eux pour avoir des réponses sur leur fonctionnement. Jusqu'ici, rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à altérer la réalité elle-même. Vous avez bien entendu, ils jouent avec les maisons dans le décor, ils mangent le soleil, ils retirent les contours des autres personnages, et ça va de plus en plus loin au fur et à mesure. Alors dans une série plus réaliste, ça aurait été déjà un peu moins captivant, puisqu'on se dit qu'il y aura forcément une pirouette, genre tout ceci n'était qu'un rêve. Mais puisqu'on parle d'une série qui a brisé le 4ème mur tant de fois, avec des personnages parfaitement conscients d'être dans un cartoon, ça rend tout cela encore plus savoureux. Même s'il demeure une ambiguïté autour de la véracité de ce qu'il se passe, étant donné que même par rapport à la nature habituelle de la série, ça va encore plus loin que la réalité qu'elle s'était définie. Et même en ayant le fin mot de l'histoire en tête, ça ne gâche pas vraiment l'expérience. Je suis toujours partant pour un épisode bien tripesque, si tant est que ce mot existe. Et celui-là est génial dans son genre. Il balance tellement d'idées imprévisibles et poussant les choses de plus en plus loin donc, que ça captive de bout en bout. Ça va plus loin que la simple blague, genre un personnage interagissant avec le réalisateur, ou une des nombreuses blagues brisant le 4ème mur déployé par la série. Non, car ça démonte complètement son environnement typique de dessin animé, entre les perspectives, l'arrière-plan, les transitions, les téléportations dans l'écran et en dehors de l'écran, et ça offre ce qui est définitivement des épisodes les plus intéressants en termes de visuel. Et de la même manière que Look Into My Heads, le trio y agit exactement comme on les verrait réagir face à une telle situation, avec Double D en tirant profit pour ses recherches scientifiques, Eddie gardant en tête la perspective de devenir riche et célèbre par le savoir inédit accumulé, et Ed s'amusant juste avec toutes les bizarreries s'ouvrant à lui. Et enfin, ça satisfait aussi ma quête d'épisodes ayant une balance entre le surnaturel et le terre-à-terre, et ayant une vision crédible du monde de l'enfance. Tout part d'enfants voulant savoir comment les choses marchent, et comme le disait mon arrière-grand-oncle, non c'est faux, il n'y a pas d'âge pour se poser des grandes questions. Vous savez, pourquoi le ciel est bleu, qu'est-ce qui fait le sens de la vie, et toutes ces bêtises. Ce qui en fait là encore un épisode assez identifiable, aussi loufoque et complètement n'importe quoi soit-il. Et c'est pour ça que même en étant en soi unique par rapport à bien d'autres, c'est toujours un épisode de Ed, Ed et Eddie. Et quel épisode! Mais vous l'aurez compris, avec le temps, un épisode a fini par le détrôner du sommet de mon top, et nous allons voir lequel dans quelques instants. Mais d'abord, voici 10 autres épisodes qui auraient pu finir dans ce top. Je vous les montre dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Non bon, en vrai, c'est que je ne saurais trop comment les ordonner dans un classement pour le moment. Vous pouvez considérer ces épisodes comme étant ceux qui feraient partie de mon top 20 si j'en avais fait un, mais pas forcément par ordre de préférence, je vous les montre par ordre de saison. Mais ce sont tous des épisodes que j'aime beaucoup, et qui montrent aussi tout ce qui me plaît tant avec Ed, Ed et Eddie. Et maintenant, passons à mon épisode favori. Little Ed Blue. Little Ed Blue réunit le meilleur de tout ce que j'aime avec cette série, et le plus beau c'est qu'il le fait avec un pitch tenant en une ligne, ou deux, dépendant de la police d'écriture que vous utilisez. Ed est de mauvaise humeur, et Double D et Eddie tentent de lui remonter le moral. Quoi? C'est tout? C'est ça ton épisode préféré, me demanderez-vous? Eh bien oui mon petit, insérez votre nom ici. Mais des fois que c'est bon de le rappeler, le personnage atteint de mauvaise humeur dans cet épisode c'est Ed. Et quand il est de mauvaise humeur, eh bien... Ed est mon petit préféré du trio, et dans cet épisode, il délivre une performance absolument mythique. Il était le choix parfait pour une telle intrigue. Je veux dire, prenez son personnage. Entre autres, il est dans son monde, il est imprévisible, tant dans ce qu'il dit que ce qu'il fait, et surtout, il ne contrôle pas sa force. Prenez tout cela et remplacez le fait qu'il soit en général gentil par le fait qu'il soit d'une humeur totalement massacrante et vous avez le Ed de cet épisode. C'est notamment de là que vient son ingéniosité. Après 4 saisons, ça apparaît comme une vision crédible d'un Ed énervé. On a tout ce qui fait son personnage habituel, à l'exception de son humeur. Du coup, la perspective d'avoir un personnage comme Ed qui ne soit pas constamment de mauvaise humeur dans cet univers est assez rassurante, parce que s'il était constamment de mauvaise humeur, qui sait ce qu'il serait advenu des autres personnages depuis fort longtemps. En tout cas, ce changement de comportement ouvre de nouvelles perspectives d'humour avec pourtant la recette habituelle, et ça fait que les gags font toujours mouche, entre slapstick en grande forme, trouvailles savoureuses et hilarante interprétation des répliques. You torment me! I'm hurt now! C'est un épisode faisant honneur à la formule de la série, rendant le banal génial et l'identifiable spectaculaire. Pour une raison X ou Y, même les plus amicaux d'entre nous ont vécu ce fameux jour où les nuages noirs tournent autour de notre tête et où l'on souhaite rester seul en attendant que ça passe. Du coup, j'y retrouve cette faculté d'identification que j'aime tant avec la série, même si elle a bien entendu sa touche exagérée complétant le savant mélange.
Et puisque Ed énervé est aussi redoutable, c'est aussi un épisode riche en tension, aussi bizarre que cela puisse paraître. En particulier quand vous ajoutez au récit une deuxième bombe à retardement en la personne d'Eddie. Lui aussi on commence à le connaître depuis le temps, et on sait qu'il a déjà très souvent les nerfs à vif, alors on attend le moment où il perd patience à force d'échouer à remonter le moral de Ed, et lequel des deux éclatera avant l'autre, avec une certaine délectation. Et quand ça arrive finalement... Oh mon dieu. Je vous garde la surprise du climax parce que bon sang qu'il est goldé et achève excellemment un épisode qui ne cessait de pousser les choses de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elles explosent. Vous avez remarqué que j'ai un faible pour les histoires qui ne cessent de s'intensifier petit à petit jusqu'à atteindre un point culminant ? Oui, c'est aussi sur ma liste. Et cet épisode est un véritable festival. Les gags s'enchaînent, le rythme est génial, même s'il faut attendre 2 minutes 30 avant que Ed ne pointe le bout de son nez, le début est déjà une très bonne mise en bouche, et la réalisation rend justice à l'intensité générale. Ils font vraiment le plus avec le moins, et ça fait de cet épisode un des plus mémorables tant il est intense, hilarant et utilise excellemment la dynamique entre le trio. La seule chose qui manque à cet épisode, c'est une scène entre Ed énervé et les Kankers. Je vais pas le cacher, c'est une opportunité manquée. Mais bon, on se console tout de même avec une scène bien cathartique invoquant un autre personnage qui méritait de se faire remettre à sa place à un moment ou un autre. Oui, cet épisode a presque vraiment tout, c'est pas mon préféré pour rien. You listen to me, mister. You can't kick me out. I live here too. So move! Et voilà qui conclut ce top 10. Et malgré tout ce que j'en dis de positif, c'est dommage que ce soit aussi dur de promouvoir Ed et Eddie à cause de son indisponibilité en version française, ce qui ravira les non-anglophones. Et de toute façon, je ne pense pas que tout le monde y sera sensible pour son style graphique, ses personnages et sa comédie souvent hystérique entre autres. En somme, je dirais que c'est à vous de voir en vous basant sur les extraits que vous avez pu en voir. Mine de rien, perso, c'est une série qui m'a fait du bien tant elle est en général, entre gros guillemets, simplement fun, ne s'embarrassant pas avec ceux qui cherchent à voir de la morale partout. Et je devrais le savoir puisque ça m'arrive aussi. Ah, la petite autocritique qui fait du bien. Je suis bien content de l'avoir découverte, tant le mélange entre vision identifiable du monde de l'enfance et cartoon délirant fait totalement mouche avec moi. C'est une chose faisant de Ed et Eddie une série aux bases communes et pourtant si unique, et qui n'a définitivement pas volé son statut de classique de Cartoon Network. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!